Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième journée de cette troisième édition d'I Love Transmédia. Pour inaugurer cet après-midi au plateau média, nous avons la chance d'avoir Morgane Boucher et Stéphane Adamiak de Orange avec nous, qui vont vous faire un retour d'expérience sur l'application Game of Thrones, qui a été lancée en début d'année pour accompagner la diffusion de la saison 4 de la série du même nom sur OCS. Je leur laisse la parole et je vous souhaite une bonne étude de cas. Bonjour tout le monde, je suis Morgane Boucher, donc je dirige le Transmedia Lab et la division innovation, la direction des contenus d'Orange. Au département, on est une petite équipe, Stéphane va se présenter juste après. On développe des nouveaux systèmes, nouvelles plateformes, nouvelles technologies pour essayer d'accompagner les programmes et les services que l'on développe chez Orange en termes de contenu. Et là, aujourd'hui, on va vous faire un petit retour d'expérience sur un très beau projet, et on a la chance de travailler là-dessus, qui est Game of Thrones, que vous connaissez. Et on a développé une plateforme, on va appeler ça de social TV ou de second screen, qui permet d'accompagner l'expérience utilisateur en même temps qu'il regarde sa série préférée. Bonjour à tous, donc Stéphane Adamiak, je travaille dans l'équipe de Morgane, donc notamment sur des problématiques de second écran, et donc sur le projet Game of Thrones, donc je me suis particulièrement occupé de la partie expérience utilisateur, plutôt en amont, et puis après, donc une fois que l'application a été prête, aussi toute la partie éditoriale, on aura l'occasion de revenir là-dessus pendant la présentation. Alors pour commencer, on va mettre quelques éléments de contexte un petit peu pour vous expliquer d'où on vient pour développer ce genre de projet. Donc nous, on pense, peut-être à tort, mais que la télévision n'est pas morte, loin de là, mais qu'en revanche, elle se consomme autrement aujourd'hui, et qu'il y a un vrai enjeu à créer autrement, et créer autrement pour répondre à des nouveaux comportements, des nouveaux usages. Et donc c'est avec cette inspiration qu'on a essayé d'imaginer ce projet second écran autour de Game of Thrones. Alors, quelques éléments statistiques, c'est toujours utile pour commencer un projet, pour savoir où on va et quelle est la cible. On voit qu'il y a de plus en plus un rôle important du second écran dans les foyers, dans la consommation télévisuelle, et que cet usage est fortement déployé donc, et que par exemple 35% d'utilisation au quotidien et 60% d'utilisation hebdomadaire, donc c'est des chiffres qui sont quand même assez importants à prendre en compte, et on pense qu'il y a un enjeu à prendre ça en compte réellement en termes de création. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pour accompagner donc cette série Game of Thrones chez OCS. Alors, ce phénomène second écran, il est, je reviens juste avant, on s'inspire aussi de ce qui se fait sur le marché. On voit à la fois en France, il y a plein de choses qui existent, et aussi aux États-Unis, quelques références. On voit par exemple que Showtime a à la fois une application pour les expériences différées de replay, et on voit des projets de second écran pour accompagner l'expérience télévisuelle. Donc c'est un vrai schéma qui existe donc aux États-Unis, qui existe à Hollywood, et on sait que l'industrie hollywoodienne, et notamment autour des séries, réfléchit maintenant comme ça en se posant la question de savoir comment le consommateur va réagir face à son poste de télévision dès lors qu'on sait qu'il a déjà un usage multiple devant cet écran. La problématique que l'on voit aujourd'hui, c'est une problématique de cohérence. 37% de l'usage second écran est lié au programme regardé, donc c'est faible. C'est faible. Ça veut dire qu'on a 63% des gens qui vont, 63% qui vont consommer le second écran en même temps qu'il y a la télévision, avec une expérience complètement binaire et non globale. Et donc il nous semble que c'est problématique pour la bonne compréhension et l'attention du consommateur de lui proposer une expérience cohérente qui forme un tout. Et donc, on a une dualité qui s'opère avec des écrans qui se cannibalisent. Et quelle réponse on peut nous proposer pour contourner ce problème, à la fois de compréhension de l'histoire, parce qu'il s'agit d'histoire que l'on va et de divertissement, mais si on pense à d'autres sujets, il y a un problème vraiment de retenir les bons messages. Et donc, c'est un problème par rapport à des auteurs qui auraient imaginé une histoire pour être comprise d'une telle sorte. Et là, du coup, on voit que c'est un vrai souci de compréhension.
Et donc nous, notre enjeu, c'est d'essayer d'imaginer que cette histoire, elle se propage sur on va parler de deux écrans, parce qu'il s'agit de deux écrans pour le moment, pour qu'il y ait une cohérence et que l'ensemble forme un tout cohérent qui apporte une complémentarité au premier écran, parce qu'il s'agit bien du premier écran, le point de départ et le point central, pour recapter l'attention et ramener le consommateur à suivre sa série préférée. Alors pourquoi on le fait et quelle est notre vision par rapport à ça? Tu passes directement. Ah non, t'étais... ouais. C'est toi, hein? Non, c'est toi. Ah pardon, attends. Désolé. Donc l'idée et l'approche qu'on a essayé de développer, c'est s'appuyer sur des leviers qui sont connus ou qui sont traités dans les différents travaux de recherche, et nos projets passés nous ont aussi appris certaines choses, et notamment autour de l'interactivité. On sait que les interactions très développées dans le monde du jeu, et on a beaucoup regardé ce qui se passait dans le monde du jeu depuis plus de 10 ans, pour essayer de comprendre en quoi l'interaction pouvait amener l'engagement et recapter l'attention. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément qui est central, c'est cette approche de complément, de se dire que dans une histoire, potentiellement, il y a des choses que l'on peut augmenter, que l'on peut compléter, et donc d'apporter un service complémentaire via ce second écran. Donc c'est le complément. Et enfin, encourager et mettre en avant le spectateur. Aujourd'hui, le spectateur, il a envie d'exister, il est plus passif, il est actif, et donc comment on prend ça en compte pour le faire exister et l'amener à poursuivre cette expérience et son engagement. Et puis, par rapport au rendez-vous de TV Live, c'est de créer un événement. Il nous semble que créer un rendez-vous, la télévision a toujours été sociale. Elle l'est encore plus aujourd'hui, parce qu'on a des outils qui nous permettent vraiment de discuter en temps réel. Donc c'est un élément fondateur de notre réflexion. Et donc cette notion de rendez-vous, donc elle est omniprésente, mais elle peut aussi commencer avant et se poursuivre après. Donc on essaie d'élargir un petit peu le temps d'attention avant et après cet événement qu'on essaie de développer. Et bien sûr, interactif et collectif. Alors pourquoi on a fait ce projet, et là juste après on va rentrer dans le détail avec Stéphane du produit. Donc le socle, c'est OCS, qui est une chaîne premium que propose Orange en France, et donc il y a une volonté à la fois d'innover, de se différencier du marché avec une série qui a, il nous semble, une vraie puissance à la fois narrative et de communication, donc pour développer des choses innovantes. La seconde chose, c'est la notoriété. Aujourd'hui, Game of Thrones est très connu. OCS est une jeune chaîne, donc il nous semblait aussi intéressant de travailler cette approche de notoriété au profit de la chaîne. Et puis enfin, si cette expérience à la fois ludique et immersive fonctionne auprès du consommateur, c'est potentiellement des leviers de recrutement et de fidélisation. En termes de modèle économique, si je devance peut-être les questions d'après, mais je vais les énoncer maintenant. On essaye à travers ce genre de projet aussi d'expérimenter des choses, et donc on regarde comment ces expériences pourraient à terme embarquer des annonceurs, des marques. Donc on l'a pas fait là dans Game of Thrones, mais quand on développe ce genre de plateforme, on y pense, parce qu'on sait que potentiellement demain sur un autre projet ça pourrait être le cas. Des opportunités autour du commerce, la fonction agile et mobile du smartphone nous semble intéressante à travailler dans un schéma de e-commerce, de pouvoir acheter des produits très contextuels. Alors c'est Game of Thrones, ça ne fonctionne pas, mais sur d'autres séries beaucoup plus classiques, entre guillemets, avec des objets achetés ou des vêtements, il nous semble intéressant de regarder ce volet-là. Et puis enfin, tout ce qui est lié à la connaissance client, puisque évidemment, toutes ces interactions et toutes ces datas qui sont laissées dans le service nous permettent de mieux comprendre quels sont les goûts des consommateurs et comment ils agissent face à ce type d'exercice entre le premier et le second écran. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc une fois qu'on avait cette vision-là, qu'on avait des intuitions aussi à vérifier, donc il a fallu passer par une phase de projet pilote.
Et donc avec deux enjeux, donc un enjeu technologique, puisque ces applications second écran reposent sur une infrastructure qu'il a fallu construire. Et puis aussi, il fallait trouver un objet finalement pour pouvoir se confronter, donc que cette plateforme puisse s'attacher à un contenu qu'on ne raisonne pas dans le vide. Donc à ce niveau-là, on a eu la chance de profiter d'une opportunité avec France Télévisions et Tel France, où on a été donc en partenariat avec eux pour un projet pilote, qui nous a permis finalement d'éprouver notre vision du second écran, de proposer des outils et une plateforme, à Tel France notamment, qui est le producteur donc directement, et donc de les suivre comme ça pendant plusieurs mois, de tester sur une fiction quotidienne extrêmement populaire, et ça c'est une chance aussi de partir sur une audience assez massive. Donc le challenge étant qu'on travaillait sur une fiction, on aura l'occasion d'y revenir plus tard parce que Game of Thrones est aussi une fiction, et quel sens peut avoir justement donc, le second écran dans un contexte de fiction, on reviendra là-dessus. Mais dans un premier temps, donc une plateforme technologique, la chance d'avoir un contenu fort comme Plus belle la vie, et donc de suivre, d'éprouver finalement tout un workflow avec eux au quotidien, et ça c'était un autre challenge, de pouvoir faire chaque jour un contenu augmenté sur second écran pour une fiction courte en plus. Donc ça fait beaucoup de challenges qui ont été relevés par notamment l'équipe éditoriale de Tel France, et je leur tire leur chapeau parce que c'était vraiment pas évident, m'y étant moi-même frotté sur une fiction hebdomadaire. Donc dans un premier temps, une plateforme technologique, je ne vais pas vous assommer avec tous les détails, mais bon, globalement, on pense souvent, on voit l'application, donc elle existe sur iOS et sur Android, mais derrière aussi, donc c'est toute une infrastructure donc, qui permet de communiquer, donc que l'application reconnaisse le programme qui passe à la télévision via une technologie de synchronisation audio qui ressemble un petit peu à du Shazam, mais beaucoup plus adapté par rapport à nos besoins, puisqu'on ne vise pas à reconnaître un programme parmi plusieurs dizaines, centaines ou milliers. On est monoprogramme, donc on avait une technologie de reconnaissance audio qui était très robuste, très efficace et très rapide. Et donc cette application donc, communique avec des serveurs, et après donc il y a aussi toute la couche finalement outils éditorial derrière qu'il a fallu le mettre en place pour créer les contenus du second écran. Donc tout ça, on a réussi donc à le mettre en place à travers donc un projet pilote avec donc comme je disais France Télévisions et Tel France via Plus belle la vie, et donc tous les soirs, et ça a été très riche d'enseignements. On a pu avoir donc des mesures statistiques d'audience, on a pu se frotter à des questions même d'écriture, notamment en collaborant avec des gens qui travaillent donc à l'écriture chez Tel France et France 3, de se poser des questions de rythmique par exemple, de mesurer l'intérêt des utilisateurs pour certains des contenus qu'on faisait. Donc avec tous les enseignements finalement qu'on a eu à travers ce projet pilote qui a duré à peu près 6 mois, donc on a eu ensuite donc des discussions avec OCS, et donc l'extraordinaire opportunité de travailler sur un contenu que j'adore qui est Game of Thrones. Donc comme Morgane le disait, donc OCS est une jeune chaîne qui a quand même 2 millions d'abonnés. Mais finalement, donc, à travers un contenu comme Game of Thrones, l'idée c'était un peu de marquer le coup. Donc à travers le lancement de la 4e saison, donc il y avait bien un enjeu de communication, et l'application sur laquelle on avait travaillé, cette solution, finalement cette plateforme, pouvait répondre à certains de leurs défis, qui étaient notamment donc, de bien associer la chaîne au contenu HBO, de mettre en avant leur nouvelle offre CS City, donc qui repose énormément sur le catalogue de séries HBO, et surtout aussi de montrer donc l'US plus 24, donc c'est chez OCS que ça se passe. Et donc finalement d'apparaître à travers ce genre de dispositif aussi comme une chaîne à la pointe et pas simplement un catalogue de VOD. Donc du coup voilà, donc on leur a proposé donc de décliner la plateforme second écran sur laquelle on avait travaillé, de l'adapter donc à Game of Thrones, d'en faire une expérience pour les fans, une application donc sur iOS et Android qui soit gratuite, ouverte dans le sens, même si on n'est pas abonné au CS, on peut quand même y accéder, on peut avoir accès à certaines fonctionnalités, suivre des actualités, avoir une carte interactive, etc. Et après donc une expérience synchronisée qui est un petit peu au cœur. L'idée aussi à travers cette application-là, c'était de faire un petit cadeau aussi aux abonnés OCS, de valoriser donc leur abonnement, de dire voilà, donc on vous traite bien, tapis rouge pour vous, vous allez avoir une expérience augmentée. Et puis à travers cette application aussi, d'en faire une vitrine et potentiellement donc de recruter des abonnés. Et aussi donc évidemment de faire parler de la chaîne à l'occasion de ce lancement, qui a eu d'ailleurs droit à une soirée d'avant-première au Grand Rex, qui était assez spectaculaire. Donc très rapidement, donc, la vidéo que je vais vous montrer là donc, est diffusée donc, avant chaque épisode, et ça c'est une grande force aussi donc, pour amener donc, les spectateurs à l'application. Donc ça vous présente en 2 minutes donc, globalement les contours de l'application et l'expérience qu'il y a à la clé.
C'est moi qui le sens, d'accord. Non, pas de son. Bon, globalement, donc là, on le voyait, donc le ES+24 qui est mis en avant. On montre un petit peu comment fonctionne l'application, qu'elle se synchronise avec Juste après la le série. générique Voilà. début de l'épisode. Merci. Vous pourrez participer à des quiz. Jouez en simultané avec votre programme pour gagner chaque semaine de nombreux lots Game of Thrones. Commentez, donnez votre avis, partagez vos émotions et vos moments préférés sur Twitter et Facebook avec la communauté des fans. Grâce à la carte interactive de Westeros, épisode par épisode, suivez les mouvements des personnages de la série et découvrez les lieux emblématiques où se déroule l'action de l'épisode. Le MAG vous permettra de connaître toute l'actualité des acteurs et actrices de Game of Thrones, leur biographie et de découvrir des infos exclusives. Cette application God4 officielle est gratuite, fonctionne en live et à la demande. Elle est disponible sur smartphone, iPhone et Android et tablette iPad. OCS, vous êtes fan, nous aussi. Voilà à peu près les contours de l'application tels qu'ils étaient présentés au grand public. Et avec la promesse finalement donc de se plonger dans l'univers de Game of Thrones, donc de faire, comme ce qu'on disait tout à l'heure, donc de la diffusion en live, un événement, mais de faire aussi en sorte qu'on établisse une sorte de contact avec les spectateurs, avec les utilisateurs, dans les jours qui suivent la diffusion de l'épisode, en l'occurrence donc le lundi soir, et de vivre finalement donc quotidiennement quasiment donc la passion pour la série. Donc voilà à peu près donc à quoi ressemblait donc l'application sur iPad. Et donc les grands contours, donc les grands blocs fonctionnels, avec donc deux pôles qui sont importants. C'est qu'on a donc une expérience synchronisée automatique, on l'a vu, qui est liée au live, mais aussi donc à la VOD, mais aussi la volonté de développer donc en dehors des épisodes, autour des épisodes, des contenus. En l'occurrence donc des actualités. Donc là, c'est un travail de curation, un travail éditorial, où on a surfé un peu, on va dire, sur ce qu'on a appelé la Gothmania, d'aller chercher sur le web, sur les réseaux sociaux, des articles intéressants, des vidéos, de les commenter un petit peu et de les proposer finalement comme un flux d'actualité disponible pendant toute la semaine qui précède la diffusion. On avait aussi donc la carte interactive, on l'a vu, donc qui est toujours accessible en background dans l'application et qui là pour le fan de Game of Thrones ou la personne qui a un petit peu oublié ce qui s'était passé dans les saisons précédentes, ça permet finalement de se replonger dans l'univers, de voir un peu donc comment sont disposés les différents lieux, à quel endroit l'action se passe, où sont les personnages, où on les a laissés depuis qu'on a regardé la série. On a aussi donc mis en avant donc plus sur la gauche, donc là où on voit Emilia Clarke, donc une fonction un petit peu magazine qui pour nous est encore dans une phase un peu précoce. On aimerait développer cette partie-là. Donc là, plus qu'une actualité un peu éditorialisée, c'est plutôt donc toute l'actualité agrégée à travers donc des réseaux sociaux, donc autour des acteurs, mais aussi des sortes d'infographies qui permettent donc de suivre leur parcours, de voir leurs grandes dates, les différentes récompenses qu'ils ont pu avoir, leur filmographie, etc. Et puis donc toujours la possibilité, donc quel que soit l'endroit dans l'application où on se trouve, donc de voir donc le flux Twitter en live. Et on verra là aussi donc qu'on en a tiré quelques enseignements qui sont intéressants. Après donc une fois qu'on se synchronise automatiquement donc le soir de la diffusion, donc là on a donc des contenus qui vont arriver, qui sont donc des bonus contextuels par rapport à l'action, par rapport au dialogue, par rapport à la scène, et qui vont apporter donc un complément d'information. Donc ça peut être un événement qui est mentionné par exemple, on se dit bon qu'est-ce que c'est que ce truc là, et là très rapidement donc on donne une petite fiche un peu bonus qui dit voilà donc ils font référence à tel événement. On a aussi donc de l'interactivité à travers des sondages un peu express, que vous pensez de la réaction de tel personnage, des quiz qui vont tester donc la connaissance de l'univers des spectateurs, avec à la fin donc la possibilité d'avoir un classement. Et puis la carte dont on parlait tout à l'heure, la carte interactive, qui est donc accessible en dehors des épisodes. Pendant l'épisode, elle a une nouvelle fonction, c'est-à-dire qu'elle se synchronise aussi avec l'action à l'écran. C'est notamment très utile quand on recommence une saison, on se dit mais qui c'est ce nouveau personnage, celui-là c'est qui déjà. À ce moment-là on révèle la carte, donc qui est une fois de plus accessible sous les contenus, et donc on peut voir quels sont les personnages qui sont à l'écran, avoir une petite bio sur eux, avoir des détails sur l'endroit où l'action se passe. Et tout ça donc c'est synchronisé à chaque scène, où chaque fois qu'un personnage important, pas tous, entre à l'écran, donc on peut voir qui est là, et qui est acteur finalement protagoniste de la scène.
On a rajouté aussi au fur et à mesure de la diffusion de la saison la possibilité pour un animateur de sélectionner des messages sur Twitter et de les pousser finalement à travers l'application pour les mettre en avant et aussi valoriser finalement la participation autour du visionnage de l'épisode. Donc très rapidement pour vous montrer donc à quoi ressemblaient ces fameux contenus. Donc dans la semaine, donc on a ces fameuses actualités éditorialisées. Vous ne voyez pas grand-chose au niveau des textes, mais globalement donc là c'était par exemple autour des recettes de cuisine inspirées par l'univers de Westeros. Donc ça c'est ce qu'on appelle bien le côté Gothmania, c'est-à-dire tout ce que peuvent produire les fans dans le respect de l'œuvre et en même temps donc une sorte d'hommage. Donc là bon, c'était des recettes de cuisine avec la possibilité donc d'accéder après donc au blog qui proposait ces recettes. Pendant l'épisode lui-même, donc les parties interactives, donc là bon, c'est un format quiz classique avec des questions plus ou moins ardues, avec des fois des clins d'œil, ce genre de choses. Donc là on joue un peu aussi sur une sorte de complicité. Finalement on s'est rendu compte de ça au fur et à mesure de la diffusion. C'est qu'au bout d'un moment, c'est pas un dialogue dans le sens où on n'a pas de retour direct. Mais finalement, donc, c'est un peu une relation qu'on établit avec les spectateurs. Et il y a une sorte de complicité, de petits clins d'œil comme ça qu'on a pu mettre en place au fur et à mesure. Et donc les fameux bonus infos synchronisés. Donc là, par exemple, ici, un personnage donc, qui mentionne donc, une vieille histoire de famille. Donc on éclaire un petit peu tout ça. Parce que la série et les livres aussi donc, ont un delta de détails. Et des fois, donc, on se dit, voilà, mais ce personnage-là, donc, qui c'est ? Et il est juste en filigrane dans la série télé, alors qu'il a eu un développement dans les romans. Donc à ce moment-là, on profite un petit peu de ce moment-là pour donner une petite pépite comme ça pour les spectateurs de la série et leur montrer finalement la profondeur, la richesse de l'univers. Donc le format, c'est quelque chose qu'on a pu éprouver donc, avec Plus belle la vie et qu'on a aussi donc, affiné avec Game of Thrones. Finalement, donc on le disait, donc il y a le rendez-vous du live qui se passe le lundi et toute la semaine avant. Et pendant cette semaine, donc on a appelé ça un peu le prologue. Et donc c'est ces fameuses actus éditorialisées, mais ça peut être aussi des contenus qui sont fournis par OCS avec des vidéos de making-of, des interviews, des annonces qui sont plutôt liées, on va dire, à la vie de l'application et de la série, et aussi donc des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'animation marketing, comme par exemple avec des concours. Ça, en termes de travail, ça demande quand même donc, un travail au quotidien, qui n'est pas non plus extrêmement consommateur de temps, mais par exemple, ces fameuses actus éditorialisées, il faut les sélectionner, il faut mettre en place des outils, il faut aussi donc, ne pas simplement se contenter de prendre ce qui est le plus retweeté, parce que finalement, on s'adresse à un public de fans, donc il faut aussi pouvoir les surprendre et finalement aller à des endroits où il n'y a pas forcément du trafic. Donc là, on est vraiment dans un travail éditorial et pas simplement d'agrégation. Donc ça, c'est du temps. Et puis après, la préparation des contenus. Le jour de la diffusion lui-même, on l'a découpé en 3 phases. Donc une phase qui précède la diffusion, qu'on a appelé un peu le compte à rebours. Donc c'est l'heure finalement ou la demi-heure qui suit la diffusion. Ou si on était dans un contexte de concert, on va dire c'est un peu le moment où on chauffe la salle, où on ramène les gens, on les incite à venir, on propose aussi un petit peu d'interactivité. On fait des sondages, etc. Donc on leur propose un petit peu comme ça quelques pépites aussi. Leur dire voilà, donc on se rassemble, c'est une sorte de rituel avant la diffusion. On se retrouve via l'application et on a déjà des choses donc à faire à travers donc ces moments d'interactivité. Après donc on a le live lui-même avec tous les contenus qu'on a pu voir. Et puis, une fois que l'épisode se termine, on a le message donc, aux spectateurs de leur dire voilà, donc restez encore avec nous. C'est un peu comme après un match de foot ou de sport en général. Donc, on reste un petit peu encore ensemble pour réagir à chaud, pour proposer là aussi encore quelques petits bonus, maintenant qu'on a un peu plus de temps pour les exposer. Et puis aussi, par exemple, la possibilité de choisir sa scène préférée, de voir donc, justement comment les autres, un peu le top 3, on va dire, des scènes de l'épisode. Et donc aussi donc, toute la notion de challenge avec les quiz, voir qui a eu le plus de points. Donc ça pendant la diffusion elle-même, donc ça nécessite, si on veut mettre en avant des tweets qui viennent des réseaux sociaux, enfin qui viennent de Twitter forcément, donc ça nécessite d'avoir un animateur qui est présent, donc qui va faire ce travail d'écrémage et puis de pousser donc un tweet. Et toute la création de ce contenu-là se fait aussi pendant la semaine qui précède la diffusion, avec la création des contenus et la préparation, on va dire la programmation. C'est comme une sorte de script second écran qu'on construit à travers les outils qui sont liés à la plateforme. Mine de rien, ça c'était quand même un sacré challenge avec Game of Thrones parce qu'on était en US plus 24 et donc
comme tous ces contenus-là sont sécurisés, l'épisode, finalement, on le voyait que très tôt avant la diffusion. Au début de la saison, on ne voyait, enfin personnellement, moi je ne voyais l'épisode que le vendredi avant la diffusion. Donc finalement, il fallait travailler en aveugle au début de la semaine seulement sur la base d'un script papier. Après, travailler avec les matériaux qui étaient envoyés par HBO, les photos, pour pouvoir donc essayer d'illustrer des moments qui correspondaient donc à l'épisode. Et finalement, donc vérifier que tout ça collait et souvent donc arriver à corriger pendant les quelques jours qui séparaient la diffusion. Donc tout ça, c'est un flux très tendu, mais qu'on a réussi au fur et à mesure des semaines, alors qu'on avançait dans la saison, à améliorer avec la collaboration avec HBO en leur faisant comprendre finalement nos besoins. Par exemple, ne serait-ce que les photos, elles arrivaient en 2 fois. On avait ce qu'ils appelaient les photos pré-air, qui étaient des sortes de teasers, une quinzaine de photos, mais qui pouvaient par exemple ne couvrir que 2 ou 3 scènes clés de l'épisode. Alors que nous, notre besoin, c'était d'illustrer toutes les scènes fortes. Donc ils avaient un deuxième set de photos, mais qu'ils envoyaient après la diffusion, qui étaient les post-air, qui étaient beaucoup plus nombreuses et qui révélaient beaucoup plus sur l'histoire. Et donc nous, on a essayé de faire comprendre à HBO que c'était celles-là qui nous intéressaient et que c'était pas le mardi qu'on voulait les avoir, mais pendant la semaine qui précédait la diffusion. Donc il a fallu donc mettre en confiance HBO, leur faire comprendre que c'était leur intérêt aussi de nous faire confiance, que tout ça c'était pour la promotion de leur série. Et au bout d'un moment, donc on a réussi à avoir donc un bon paquet de photos qui nous permettait donc d'avoir donc une illustration riche et de qualité des contenus de Game of Thrones. Parce que bon, mine de rien, les photos que vous voyez là, bon, c'est réduit à du 640 pixels de large, mais ils nous envoyaient des photos HD à 8000 pixels. Donc c'est en même temps des choses, après quand on le partage sur les réseaux sociaux, bah, ça fait plutôt que des photos d'écran peu qualitatives, donc des beaux contenus à partager. Donc tout ça, c'est un travail qu'on a mis en place en collaboration, donc évidemment avec OCS, mais surtout aussi avec HBO. On a réussi à faire bouger les lignes finalement par rapport aux besoins du second écran. Donc tout ça, ça a duré donc pendant 10 semaines. Avec donc une confiance qui s'est installée, des méthodes qui ont été éprouvées, et puis aussi donc des contacts avec les utilisateurs, notamment à travers des sondages en ligne qui étaient proposés à la fin des épisodes, et puis qui ont été poursuivis après par des entretiens via un cabinet d'études. Donc à ce niveau-là, donc finalement, donc on a retiré, donc on a eu on va dire quasiment un plébiscite de la part des utilisateurs de ce qu'on leur a proposé. Donc c'était réussi au niveau du pari de l'innovation, réussi au niveau de l'esthétique, où on a vraiment mis en avant l'esthétique de Game of Thrones, mais aussi la marque OCS qui s'y prête bien. C'était un bel écrin finalement par rapport à une série comme ça. Et aussi donc étant nous-mêmes fans de Game of Thrones, on a pris à cœur de proposer des contenus qui pouvaient avoir du sens et qui étaient pertinents. Donc ça a été plutôt, très bien reçu par les utilisateurs. Les fonctionnalités qui ont bien marché, donc justement, moi, c'était ces fameuses infos synchronisées. Même si on le verra après, il y a une autre problématique qui est liée en fait au format, qui est une fiction et qui est plutôt intense. La carte interactive aussi a été jugée très pratique. Les actus éditorialisés pendant la semaine aussi donc, ont été bien perçus et même on nous en demandait plus. Bon, par contre, c'est quand même assez épuisant. Et puis finalement, bon, le côté interactif et tout ça, donc c'était plutôt sympa. Mais là aussi, on le verra, donc il y a un revers de la médaille quand on parlera donc des améliorations. Un autre enseignement aussi, comme on avait des outils statistiques, c'est qu'on avait fait ce pari de se dire voilà, donc on décompose l'expérience en 3 temps avant, pendant et après. Finalement, donc avec les outils statistiques qu'on a pu mettre en place, on s'est bien rendu compte que le pari de se dire on peut garder l'attention au-delà de la fin du générique fonctionnait bien, puisqu'on avait, donc là vous avez une petite courbe, où on voit que 10 minutes après la fin de l'épisode, les gens sont encore là massivement, et après donc on a une chute évidemment brutale, parce que finalement donc, les contenus s'arrêtent, mais on a encore une traîne qui dure assez longtemps, quasiment jusqu'à ce qu'on éteigne les lumières de l'application, donc on a encore du monde qui reste là, et qui continue finalement à consulter l'application. Donc ce pari de se dire, voilà, on étend l'attention des utilisateurs et des spectateurs au-delà de la fin du générique fonctionne bien. On l'avait déjà constaté en même temps sur Plus belle la vie aussi, et du coup c'était même un effet de bord assez intéressant pour la chaîne. C'est-à-dire que quand les spectateurs, utilisateurs relevaient le nez de l'application, ils se retrouvaient face au téléfilm, par exemple de France 3, et du coup étaient restés sur la chaîne plutôt que zappés.
un autre enseignement qui est arrivé, donc ça quelque chose qu'on n'avait pas forcément mesuré ou envisagé, qui est venu plutôt à travers des entretiens au-delà de l'étude de satisfaction. C'est quelque chose qui est revenu assez souvent et qui n'est pas facile, donc du coup après à traduire en fonctionnalité ou en expérience, c'est que ces utilisateurs nous ont dit voilà, donc on avait l'impression donc d'être ensemble et d'être un public rassemblé, de participer justement à l'événement, et du coup il y avait un petit côté, c'était des verbatims, hein, des gens qui disaient voilà, donc le côté un peu on est dans un cercle VIP, on est entre nous, et donc du coup donc ce côté un peu comme ça, donc communion tel qu'on l'a appelé, qui était intéressant et qui était finalement quelque chose d'émergent. En même temps, donc, le revers de la médaille dans tout ça aussi, c'est que tous ces utilisateurs donc, qui ont été finalement très engagés, très demandeurs, qui étaient des fans, qui connaissaient bien la série, donc on demande toujours plus. Donc si on les écoutait, on ferait un jeu massivement multijoueur dans l'application. Donc il faut aussi être raisonnable. Mais en tout cas, donc, on a bien entendu donc, leurs messages, leurs feedbacks, leurs impressions, leurs critiques. Et donc on va essayer de travailler justement donc, à faire des choses qui sont raisonnables et qui répondent un peu plus à leurs attentes, hein, ou encore plus en tout cas. Donc au niveau des améliorations, donc on avait donc une audience qui, comme je le disais, qui était très engagée et fidèle, qui revenait donc très régulièrement, plusieurs fois par semaine pour suivre des actualités, qui était là au rendez-vous pour la diffusion live, mais en même temps aussi limitée. Et ça c'est dommage. Donc déjà bon, OCS est une chaîne payante, donc forcément entre les visiteurs qui viennent pour la partie un peu gratuite et ouverte pendant la semaine, on ne les retrouve pas tous pendant la diffusion en live, mais aussi même pour les abonnés OCS, on a eu un petit trou d'air, on va dire, dans l'usage qui était donc la VOD. Or, OCS est aussi une chaîne qui se consomme énormément en VOD, puisqu'ils mettent beaucoup donc, en avant le service OCS Go. Et là, par contre, on n'avait pas les moyens technique de faire la promotion de l'application comme ça pouvait se passer à l'antenne en live, la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Et quand on regarde les statistiques, par exemple de téléchargement ou ce que nous remontait donc l'enquête de satisfaction, on avait mine de rien quand même 70% des gens qui venaient grâce au message antenne. Et là justement on voit la force de la promotion d'une telle promotion, la force d'une telle promotion. Donc finalement donc pour la suite, puisqu'il y aura une suite, on va donc évidemment donc essayer d'étendre la promotion à la VOD, mais aussi renforcer la partie non synchronisée, c'est-à-dire entre les épisodes, pour qu'elle soit encore plus intéressante, y compris pour des gens qui ne sont pas abonnés au CS. On avait aussi donc la partie sociale qui a été, avouons-le, donc une déception, puisque donc Game of Thrones est une série qui génère beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, c'est quelque chose donc, qu'on ne veut pas forcément regarder quand on est en train de visionner un épisode. Et en même temps aussi, il y a ces fameux spoilers, donc, où on est tellement attaché à la série, on a tellement envie de savoir ce qui va se passer, qu'on ne veut surtout pas découvrir qu'un tel est mort alors qu'on n'a pas encore vu l'épisode. Donc ça a été une grosse critique parce qu'on a été trop faible au niveau du filtrage de ce flux Twitter. Donc ça, c'est un gros enjeu pour nous, donc de mieux filtrer tout ce qui vient de Twitter. Pas forcément pour des spoilers, mais ne serait-ce que par exemple pour filtrer tout ce bruit. C'est énorme le nombre de tweets qu'il peut y avoir. Et en même temps, bon, il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas très pertinents. Du style, quelqu'un qui dit qu'il est en train de manger un kebab en regardant Game of Thrones, ça n'apporte pas grand-chose. Donc du coup, on va aussi mettre en place, et là on va se servir dans notre projet, une partie un petit peu data visualisation, c'est-à-dire donc finalement proposer un peu la crème de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, plutôt que de plonger dans le torrent des tweets, de proposer une visualisation de ce qui ressort, de ce qui est intéressant, donc de ce qui est le plus retweeté, de ce qui génère le plus de discussions, de mettre en avant des photos, des liens, etc. Donc toujours dans la partie partage, donc enfin partie sociale, donc les partages de ceux qui sont avérés non efficaces. Donc là, c'était un peu une déception parce qu'on disait voilà, donc on leur propose des super images et donc il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent ça sur leur profil Facebook, dans leur feed, etc. Mais finalement, donc il y a certainement donc un constat, c'est que déjà quand on est en train de regarder la série, on n'a pas forcément envie ou le temps où on va dire donc envie de décrocher de l'histoire pour aller préparer un post qu'on va mettre sur Facebook. Même si on a beaucoup cherché à automatiser et à rendre finalement ce partage visuellement intéressant, donc il y a une telle captation du programme que le partage finalement apparaît comme quelque chose qui n'est pas pertinent quand on est dans un usage live.
Donc du coup, on va essayer de travailler sur les règles de partage, sur le format, pour que ce soit plus adapté, on va dire, à l'usage. Et notamment aussi, donc une des craintes qui est revenue, c'était ouais, moi je n'ai pas envie de spoiler mes amis sur Facebook ou sur Twitter en postant des photos. Donc on va peut-être par exemple donc, seulement autoriser le partage sur certaines photos. C'était une autre raison, là je dirais, c'est qu'il y avait pas mal de gens donc, qui n'avaient pas trop envie que tous leurs amis Facebook sachent qu'ils étaient en train de regarder la vie. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les producteurs eux-mêmes. Hein, donc on a bien réfléchi là-dessus avec eux. Voilà, donc ça c'était un autre problème. Mais on reviendra éventuellement là-dessus aussi quand on travaille en fonction des séries sur lesquelles on travaille, on a des publics différents et finalement donc il faut avoir une certaine souplesse dans justement la dimension sociale. À la fin, on parlera par exemple un peu de Walking Dead, qui, quand on regarde donc leur expérience second écran, est très différent de ce qu'on a fait nous sur Game of Thrones, parce que c'est pas le même univers et c'est pas le même public. L'autre problème qu'on a eu aussi, c'est la volatilité des contenus. Volatilité, c'est-à-dire que ce qui est diffusé, une fois que l'épisode est terminé, ben je peux plus revenir dessus, je peux pas le partager, et ça c'est plutôt donc de notre côté une limite technique. Et on a eu beaucoup de retours de gens qui disaient ouais c'était super sympa ce que vous avez fait. Bon moi j'ai pas regardé pendant l'épisode live parce que j'étais capté par l'histoire, mais à la fin je suis resté, j'ai tout lu, c'était super intéressant. Et le lendemain je suis venu, j'ai voulu le partager avec des amis parce qu'il y avait un truc intéressant et c'était plus disponible. Donc là c'est plutôt une limite technique, mais du coup on a la demande aussi de se dire voilà donc ce contenu là, même s'il n'est plus contextualisé, synchronisé, il avait quand même une valeur. Donc on va travailler sur un nouveau système donc, qui permet de mettre en favori des contenus, d'avoir donc des actualités qui ne sont plus liées à un épisode mais qui sont un flux qui sera lié à une saison, et aussi donc, de pouvoir accéder à l'historique finalement des épisodes passés sans avoir à se synchroniser. Pour terminer, je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes ? Wow, on va faire vite. Bon, ce sera en fait une grande discussion, parce qu'on a travaillé donc sur le second écran, on l'a vu, bon, ça s'adapte très bien à des séries, pas à des séries, mais à des émissions de télé-réalité, à des Top Chef, à des jeux style télécrochet, comme on a en ce moment avec Rising Star par exemple. Là, on a travaillé sur une matière qui est très difficile, et c'est certainement le plus grand challenge. Le second écran pour la fiction, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et donc finalement, donc, à travers donc, notre expérience, et là moi je dirais que c'est plutôt une invitation à discuter, à phosphorer, plutôt qu'une expérience réelle, puisqu'on a pu mesurer comme ça, donc, en tout cas identifier quelques axes intéressants de travail sur donc, la fiction au second écran. Donc c'est la fonction compagnon, et ça on l'a vu donc avec Game of Thrones, ça avait du sens parce qu'on a un univers très riche, très profond, avec énormément d'informations. Donc ça a beaucoup de sens donc d'avoir, quand on a énormément de personnages, donc je crois que Game of Thrones c'est en moyenne à peu près 35-40 personnages par épisode, donc on a un foisonnement dans les relations par exemple, donc là le second écran a une fonction finalement d'aide, de tenir un petit peu par la main le spectateur, qu'il soit en confort avec le contenu. Donc là, le second écran a beaucoup de sens, c'est pertinent, ça permet d'enrichir, on l'a vu aussi, donc de donner des petites pépites qui vont donner un nouveau sens à quelque chose qui se passe dans l'histoire. Et puis, donc, il y a un peu la magie du contextuel, c'est au moment où j'en ai besoin, l'information est là. Et ça, c'est un peu donc, l'effet waouh, on va dire, de la synchro audio. Ça, on l'a vu par exemple aussi, donc là, j'ai montré 2 exemples, c'est quelque chose autour de Justify, donc c'était un projet expérimental, mais autrement aussi sur des DVD avec Disney Marvel, donc qui fait donc tout un enrichissement autour de l'univers des Avengers par exemple. L'autre fonction, on en l'a un petit peu évoqué aussi dans l'autre retour d'expérience, c'est celle qu'on a appelée la communion, avec donc l'idée de se dire voilà donc comment est-ce qu'on peut faire prendre conscience à l'utilisateur donc qu'il n'est pas tout seul face à son écran, mais qu'il y a aussi tout un public qui partage la même expérience que lui. Comment est-ce qu'on peut les faire interagir, comment est-ce qu'on peut les inviter à réagir, à participer, et tout ça donc avec la difficulté d'éviter donc d'interrompre la dramaturgie, en tout cas de parasiter la dramaturgie. Donc ça aujourd'hui c'est plutôt on va dire un challenge. Donc nous, on a fait beaucoup d'efforts autour de Game of Thrones, par exemple, de faire en sorte que les informations contextuelles, les moments d'interruption, de sondage, de ce genre de choses, soient à des moments choisis. On était plutôt dans une phase de fin de scène, de transition, ce genre de choses. Mais ça reste quand même un exercice qui est très difficile. Et
Donc, Walking Dead, par exemple, puisqu'on le mentionnait tout à l'heure, donc a une approche à peu près similaire. Par contre, ils sont beaucoup plus sur l'aspect communion de leur côté. On a l'impression finalement que Game of Thrones donc, est un univers qui est très riche, qui est très cérébral. En plus, on est dans une série en version originale, sous-titrée en français. Donc évidemment, donc, il y a beaucoup de temps de cerveau qui est déjà consacré à suivre l'action. Si en plus donc, on propose donc, une interruption, c'est pas forcément toujours facile. Mais un Walking Dead, par exemple, va beaucoup plus miser sur les réactions immédiates, du style, voilà, donc mettez une note sur 5 sur l'échelle de gore, ce genre de choses. Et donc il y a un côté un peu jubilatoire, je dirais peut-être, qui vient donc d'une différence de public, d'expérience. Il y a aussi peut-être beaucoup plus de spectateurs qui tweetent en live à travers une série comme Walking Dead, qui est beaucoup plus finalement tournée vers l'action, vers le spectaculaire, peut-être que Game of Thrones. Et finalement, donc le dernier pilier, et ça, donc nous, on n'a pas eu la chance de l'explorer parce qu'on travaillait en bout de chaîne en tant que diffuseur avec OCS, mais c'est là où il faut donc remonter finalement donc la chaîne de production pour aller jusqu'à l'écriture et se dire voilà donc le second écran finalement, si on veut vraiment lui donner tout son potentiel, exprimer tout son potentiel en ayant bien compris justement aussi ses contraintes et ses limites. C'est comment on va faire donc, pour l'intégrer dès la phase de l'écriture elle-même, pour faire en sorte justement de donner un sens à ce complément sur le second écran. Je n'ai pas eu la chance de le voir, mais hier donc, il y a eu Blinded qui a été diffusé. Et c'est justement pour moi donc, un projet qui montre que le second écran peut aussi compléter la fiction, peut apporter une nouvelle dimension, un nouveau point de vue. Moi, je me rappelle par exemple une expérience qui avait été faite par HBO qui s'appelait Imagine, le Story Cube, qui était à la fois une installation et un site web qui permettait par exemple autour d'une histoire un petit peu façon Ocean's Eleven de suivre l'action autour d'un cambriolage dans une galerie d'art, mais en pouvant changer de point de vue. Et ça, par exemple, ça pourrait être une piste pour le second écran, c'est-à-dire qu'on a l'action principale qui se passe donc sur l'écran numéro 1, et finalement donc la possibilité d'avoir des fenêtres sur d'autres points de vue, d'autres personnages, d'accéder à un niveau de pensée aussi qui n'est pas forcément présent sur l'écran numéro 1. Avec derrière donc l'objectif finalement de surprendre, d'immerger, d'engager le spectateur. Donc tout ça, c'est énormément de choses à défricher. C'est au niveau de l'écriture, mais aussi au niveau de la production, puisqu'il faudrait aussi pouvoir donc, sélectionner dès le moment où on fait les tournages, se dire tiens, ça pourrait être intéressant de faire ce petit bonus, de sélectionner finalement des contenus qu'on va réserver finalement pour le second écran et qui vont donc valoriser les utilisateurs de ces applications. Donc j'aurais bien aimé encore en discuter plus longtemps, mais je crois qu'on est un peu short. Pour conclure, et on passera à quelques questions, j'ai juste rajouté 2-3 petits points avant de la conclusion. C'est de juste souligner que 90% du code de ce projet-là est fait par des équipes d'Orange, et donc par les équipes Orange Lab, sur 3 sites chez nous. Donc c'est des codeurs de la maison qui ont pris joie à faire ce projet. La seconde chose, c'est que ce genre de projet n'est pas valable, ne peut pas exister si on n'est pas sur des nouvelles méthodologies de développement et de gestion de projet. Donc on est en méthode agile du début jusqu'à la fin, avec voilà, tout ce que ça aussi comporte de complexité et de travail en plus. Voilà, donc ça c'est un point important. Et sur le fingerprinting, donc comme le point clé de l'expérience, donc c'était un brevet Orange qu'on a développé donc en interne, et donc vous l'aurez compris, qui permet de reconnaître à quel endroit on se retrouve dans l'histoire. Pour conclure, qu'est-ce qu'on a prévu pour la suite ? Eh bien, c'est tout simple, c'est de poursuivre l'expérience et avec tout ce qu'on a appris de Game of Thrones saison 4, c'est de passer à la suite, et donc à saison 5, donc qui sera en avril prochain sur OCS, toujours dans le même schéma, en 24 heures après la diffusion américaine. Et puis, on va essayer de prendre en compte tout ce qu'on a appris et de compléter certaines choses, notamment sur la partie asynchrone. Vous l'avez compris, il y a un vrai enjeu pour nous à faire exister l'application en dehors des moments forts de diffusion, donc à la fois avant mais aussi après l'expérience synchronisée. Et puis c'est de renforcer cette fonction sociale qui est bien évidemment la clé dans ce genre de projet, puisque ça permet aussi de viraliser, de faire parler et de faire discuter les gens entre eux sur ce genre d'œuvres qui sont planétaires. Et donc voilà, donc il y a un vrai enjeu social, tout en préservant à la fois la fiction, la série, son histoire, et pour éviter en effet les spoilers qu'évoquait Stéphane. Et puis
en marge de Game of Thrones, on a d'autres idées, d'autres projets qu'on essaie de mener de front sur ce même concept, avec en interne, mais aussi à l'externe, puisqu'on discute aussi avec d'autres chaînes en Europe pour dupliquer ce type de schéma, puisqu'il s'agit d'une plateforme qui nous permet d'adresser en fait d'autres séries, d'autres programmes, qui soient du divertissement, de la fiction ou des jeux. Voilà. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question par rapport au flux de contenu. Quel était le pic à quel moment était le pic d'audience? Avant, pendant ou après? Si vous êtes en mesure. Enfin, je suppose que vous l'avez mesuré. Pour le flux d'actualité pendant la semaine. En gros, donc on avait, donc c'est un peu comme sur Twitter, hein, c'est globalement le matin, beaucoup plus le soir. C'était bien réparti pendant la semaine. Et avec un pic après, donc quand on arrivait donc proche de la diffusion, c'est-à-dire donc le week-end et notamment le lundi soir, où on avait donc dès 18h, on va dire à peu près, donc une sorte de montée en puissance du trafic sur l'application avant la diffusion. Ouais. Bonjour. Justement, vous parliez de compte à rebours et de mobiliser les gens le jour même. Autour de l'application, comment ça se passe? C'est des notifications? Qu'est-ce qui font que les gens vont ouvrir l'appli juste avant la diffusion? C'est le truc des énigmes qui les attire? C'est comment vous avez réussi à tirer l'audience avant même que ça... Alors déjà, donc il y a le travail qui est fait par le community manager sur Twitter, donc qui déjà commence donc à lancer des sujets de discussion, qui invitent donc à aller vers l'application. Et après, donc, on a installé donc une sorte un peu de rituel où on savait donc justement où, au bout d'un moment, l'utilisateur se disait tiens, je sais qu'avant la diffusion, avant l'épisode, je vais avoir ce genre de choses. Il y avait aussi un petit côté là aussi donc complicité, comme ce que je disais, donc où finalement donc on va poser une question sur quelque chose qui va se passer dans l'épisode sans justement essayer de spoiler. Et donc du coup, ça crée une sorte de suspense, hein, de tension en disant il y a quelque chose qui va se dérouler autour de ce sujet-là, et donc on donne son avis, ce genre de choses. Donc le côté prédiction fonctionne bien avant l'épisode. On l'a fait aussi pendant un épisode même, mais en tout cas donc ça fonctionne bien avant. On aimerait bien après donc faire plus. Notamment, il faudrait qu'à travers donc la fonction qui permet de retweeter, enfin pas de retweeter, mais de mettre en avant des tweets, de mettre en avant une discussion. Donc ça, on va essayer de travailler justement sur cette partie-là pour pour justement instaurer plus un dialogue dans cette partie-là avant la diffusion. C'est un des enjeux, je pense aussi le social en fait, que même après, vous avez une autre question sur l'après-diffusion. Quand vous dites que les gens restent pendant 10 minutes, il y a encore 60% des gens connectés. Est-ce qu'il y a une interaction sociale entre les gens, dans la communauté des fans, etc. quoi. Je complète sur la question d'avant. Il y a aussi un autre, pas phénomène, mais le point de départ, c'est que la série est diffusée le dimanche soir aux États-Unis, donc elle est très attendue le lundi soir en France auprès de cette communauté d'abonnés OCS. Donc il y a une vraie attente. Donc c'est vrai qu'ils sont là, ils sont actifs, là, ils sont chauds bouillants, ils attendent une seule chose, c'est que ça démarre. Donc ça à prendre en compte quand même. C'est un public déjà conquis, déjà très très fan. Et d'ailleurs, sur les mesures d'audience, quelle est la part entre l'audience globale d'OCS et les gens qui utilisent l'application quel pourcentage quoi? Il y a sur, je sais pas, s'il y a 100% d'audience, est-ce qu'il y a 20% de gens qui utilisent l'application ou 50%? Alors on n'a pas encore précisément ce découpage-là entre les audiences TV et l'audience du second écran. Ce qu'on sait de notre côté, c'est que là on est à plus de 100 000 téléchargements, on sait qu'on est à plus de 65% d'active users, enfin de personnes actives, et donc voilà, maintenant il faut qu'on travaille avec les équipes d'OCS qui sont en flux tendu tout le temps, donc on n'a pas eu le temps encore d'analyser tout ça très finement. Mais voilà, là on a maintenant un peu plus de temps, parce qu'on a dans la période creuse un peu de la série, on va à faire ça. Je vais répondre à la question autrement par rapport à la partie qu'on a appelée l'épilogue. On avait en gros donc là aussi une sorte de format un peu rituel avec donc un sondage qui permettait donc de donner son avis sur un élément de l'histoire, donc une sorte de réaction à chaud. Après donc on avait
un quiz qui donc donnait donc le point de départ donc pour faire le classement de l'épisode. Et en général sur une question assez retorse qui justement donc faisait appel soit vraiment au fait d'être très attentif pendant l'épisode, soit à la bonne connaissance de l'univers. Et puis aussi donc ce fameux best-of. Et aussi des fois donc si on avait la possibilité, mais que c'était très difficile parce qu'on l'a vu, donc on était en flux tendu par rapport à la création des contenus pour le second écran, c'était de pouvoir donner donc des fois donc des informations un peu backstage. Par exemple donc dans les premiers épisodes de la saison 4, on a eu donc un nouveau casting, un personnage qui a changé de tête. Du coup, après l'épisode, donc on a proposé donc des éclaircissements là-dessus, en allant chercher donc des articles sur le web qui permettaient donc de donner un éclairage sur ce changement de tête un peu inattendu, quoi. Donc c'était un peu donc ce travail-là qu'on a fait. Donc et après, donc ce qu'on a constaté aussi, c'est que finalement donc on le voit, donc il y a un décrochage à un moment dans l'usage, mais on a une traîne qui s'installe. Et en fait, notre hypothèse, et à travers donc des entretiens qu'on a pu avoir avec des utilisateurs, c'était de se dire, voilà, il restait après à revoir finalement les contenus second écran. C'est-à-dire qu'il y avait un côté, je suis alerté pendant l'épisode, tiens, Oberyn dit un truc sur l'histoire de sa famille. Bon, j'ai pas trop le temps de le lire maintenant, mais là, l'information elle est contextuelle, je vois à quoi elle fait référence pendant l'épisode, et donc du coup, l'utilisateur après, donc, allait plutôt prendre le temps de lire, d'approfondir après l'épisode, et donc du coup, rester dans l'application. Mais en se souvenant en même temps bien du contexte, que si on balançait ça, par exemple, en épilogue, en disant « Ah, vous vous souvenez au début de l'épisode ?» Bah non, on ne se souvient plus, quoi. Donc ça fonctionne bien. Bonjour. 2 questions. D'abord, vous parliez d'une réflexion autour de placer les bonus et les contenus synchronisés pendant la diffusion à certains nœuds narratifs et plutôt dans les transitions. Est-ce que vous vous êtes imposé un certain volume par épisode? Parce que je sais qu'il y a des applications américaines où ça bombarde tout le temps, d'autres où c'est un rythme plus... Voilà. Est-ce que vous vous êtes donné une règle du jeu? Est-ce que vous avez ajusté en cours de route? Oui. Assurément, on le disait, pour nous c'est très important de respecter l'œuvre, de ne pas être dans le matraquage. Donc on l'a un petit peu affiné, mais je pense qu'assez rapidement donc on est tombé sur une bonne densité. Alors cette densité elle n'est pas forcément acceptable pour tout le monde. Donc, mais en même temps, c'est un contenu optionnel. C'est-à-dire que je suis alerté qu'il y a quelque chose sur le second écran, je jette un coup d'œil et tout de suite, je peux reporter donc, mon attention sur l'action à l'écran. Mais en tout cas, donc, pour nous, donc, on a très bien pu avoir dans certains épisodes des moments où pendant 12 minutes, il n'y avait pas de contenu second écran. Parce qu'il ne fallait surtout pas, à ce moment-là, interrompre le fait de regarder, et je dis bien regarder, pas simplement écouter, parce que des fois, il y a des choses qui passent dans le jeu des acteurs et qu'on n'a pas envie d'effacer en faisant un bing sur l'application. Donc c'est très important en fait et c'était la difficulté au début de travailler seulement sur le script papier, parce qu'on ne se rend pas forcément compte justement de la manière dont les acteurs vont interpréter. Et donc du coup, c'était ce fameux vendredi au début que là, on regardait, donc on disait là, bon, j'avais prévu quelque chose, mais non, je ne le fais pas, parce que on ne veut pas casser l'acting ou la dramaturgie. Et donc des fois aussi il fallait corriger, par exemple, donc quand on donne un sondage, il faut aussi, donc il y a la phase où on pose la question, la phase où on donne les résultats, donc il fallait aussi choisir à quel moment on allait donner ce résultat, et surtout pas de le faire de manière automatique en disant c'est 3 minutes après la clôture du recueil des réponses, donc que ça n'aille pas parasiter une fois de plus. Donc globalement, donc on avait un rythme à peu près toutes les 6-8 minutes à peu près, donc un contenu. Donc des fois qui pouvaient être très light, où on soulignait juste un moment narratif fort qui allait permettre après dans l'épilogue de choisir finalement le moment dans le best-of. Et puis des fois des choses où simplement c'était pertinent, ça s'imposait, de se dire voilà, là il y a un truc intéressant à dire, mais par exemple on ne le dit pas forcément au moment où ça colle, on va dire, par rapport au dialogue, mais ça d'attendre par exemple la fin de la scène. Donc ça a été un travail de calage qui était quand même assez coûteux en temps. Ma deuxième question, c'était, c'est une initiative OCS, vous l'avez bien expliqué, enfin Orange pour OCS. Est-ce que HBO du coup envisage aux États-Unis de faire de la synchronisation Alors en fait c'est l'inverse, puisqu'en fait HBO avait déjà testé ce schéma-là avec Game of Thrones dans un autre environnement, puisqu'en fait le second écran et le premier écran et le second écran étaient sur un même média qui était une tablette.
Donc c'était une application qui à la fois proposait la série, c'était la saison 2 je crois, donc sur la tablette, et en dessous, donc en bas de l'écran, les éléments complémentaires. Mais on était vraiment déjà dans cette logique-là de proposer une autre expérience de la série, et uniquement dans une approche on the go, donc en replay. Je vais rajouter quelques commentaires là-dessus aussi. Donc l'expérience qui avait été faite par HBO était synchronisée elle aussi. Mais en effet, comme Morgane le disait, donc finalement pas du second écran, mais plutôt comme ce qu'on fait avec les DVD, on en parlait tout à l'heure, là, d'Avengers, ce genre de choses, donc d'avoir un côté un peu encyclopédique, mais surtout ce qu'on a pu voir de l'expérience, c'était un peu comme des sortes de bonus, du style des photos de tournage, des croquis, de storyboard, des choses comme ça. Et finalement, donc beaucoup plus light et plus, on va dire, un peu bonus DVD. Que le travail que nous on a fait, qui vraiment était, on essayait vraiment d'être raccord avec l'histoire, avec l'univers et dans la logique de donner, on va dire, des morceaux croustillants aux fans. Et ça, d'abord, comment ça a marché là, la saison 2 aux États-Unis? Ils n'ont pas reconduit l'expérience? Vous savez pas? Je sais pas. Ouais. Et sur votre dispositif, est-ce que eux, ça les intéresserait de s'en inspirer ou je sais pas. Alors je ne sais pas s'ils vont s'en inspirer. En tout cas, ils ont eu la gentillesse de parler du projet lors d'un rassemblement de tous les partenaires de HBO dans le monde. Et donc voilà, ce qui nous a valu de pouvoir rencontrer d'autres chaînes dans le monde pour parler de notre projet et éventuellement de faire des choses ensemble. Donc voilà, a priori, oui, ça les intéresse et ils sont assez supporters de ce genre d'expérience. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci Morgane. On va devoir s'arrêter là pour passer à la conférence suivante. Je vous invite à rester assis si vous le souhaitez, sinon on va juste prendre 5 minutes. Voilà. Déjà. Et donc la conférence suivante, c'est Nicolas Esposito, chercheur au Gobelin, qui nous présentera une keynote sur l'expérience utilisateur et les interfaces entre écran et utilisateur dans les contenus audiovisuels. Merci.